Salam alaikum. Alors, je remercie l'association de pédiatres de la région de Saint-Sift de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous ces observations. Alors, je vais vous dire d'emblée, j'ai 5 observations. Bon, vous m'arrêtez pour ne pas abuser du temps. Alors, c'est des observations de terrain. Je vais partir du passé vers aujourd'hui, parce que les choses ont changé. Et je vais commencer par cette observation. Il s'agissait d'un garçon de 12 ans qui est suivi depuis l'âge de 2 ans pour une anémie hypochrome microcytaire résistante au traitement martial. Il a été polytransfusé et l'anémie elle chutait jusqu'à 1,9 g par litre. Donc, dans la discussion, c'est la discussion de toute anémie qui ne répond pas au traitement martial. Ce n'est pas les étiologies que vous connaissez. Voilà ce qu'il présente cliniquement. Alors, vous voyez ces images, je vais vous les décrire, c'est aspect comme des petits nodules en tétine de caoutchouc. C'est bleuâtre en tétine de caoutchouc. Donc, est-ce que vous avez une petite idée? Il y a une question qu'il faut poser. Vasculaire, oui. On est dans le vasculaire. Très, très bien, madame. Donc, la question qu'il faut poser, c'est laquelle? Non. Là, je vous ai dit que ce n'est pas ces étiologies-là. Une question qu'il faut poser qui va vous donner le diagnostic. Est-ce qu'il y a un saignement digestif? C'est surtout des mélénas. Donc, c'est un garçon qui faisait, mais il fallait connaître parce que là, plusieurs diagnostics qu'on peut évoquer sur les lésions cutanées, hormis c'est-à-dire l'anémie qui ne répond pas au traitement. Donc, sur les lésions cutanées, le message que je veux passer, c'est qu'il faut penser au vasculaire. Alors, donc, il faut demander est-ce qu'il avait des mélénas, une hémorragie digestive, et effectivement, cet enfant avait des mélénas épisodiques depuis l'âge de 2 ans. La fibroscopie a montré 3 angiomes gastriques, indiodénales. La colonoscopie a montré également voilà. Donc, regardez donc les malformations veineuses. Donc, qui a une idée sur le nom de ce syndrome? Oui, c'est le syndrome de Bean ou Blue Blood Rubber syndrome. Donc, c'est un syndrome qui est une malformation veineuse disséminée cutaneo-digestive. Donc, c'est l'association cutaneo-digestive. Alors, c'est des nodules cutanés de couleur bleu sombre, compressibles, en tétine de caoutchouc, avec des lésions viscérales. Donc, j'ai insisté sur le tube digestif. Il fait des hémorragies comme complications. Et bien sûr, donc, le traitement, ça part du laser, la cryochirurgie, la résection intestinale, les corticoïdes, l'interféron, l'injection sclérosante. Tout a été utilisé. Et je vous informe que maintenant, la biothérapie pose également ses pieds ici. Donc, on a utilisé le sirolimus qui offre l'avantage d'être donné par voie orale. Donc, c'est la rapamycine qui a utilisé il a été utilisé après l'échec de plusieurs traitements et utilisé également en première ligne. Donc, voilà ce qui a été publié comme série utilisant ce médicament et qui a donné, bien sûr, une efficacité. Je passe. Le deuxième cas. C'est quoi comme lésion cutanée? Si on regarde la main droite, on pensera la main droite, ça fait une particularité de psoriasis. C'est pas bon. Le psoriasis, c'est squameux. Il n'y a pas de squame, il n'y a pas d'hyperkératose. C'est des xanthomes. Alors, je vous présente ce malade parce que c'est un ancien malade. Les 2 malades à l'époque où j'étais PA. Donc, ça fait des années.
Donc, les choses ont changé. Parce que là, l'intelligence artificielle, on pourrait, si on ne connaît pas l'image, elle peut nous aider à raccourcir la durée. Donc, c'est pour ça que comme je vais passer du passé vers l'actuel. C'est un enfant qui a fait le tour de plein de médecins pour rien que poser le diagnostic de Xanthome. Donc, c'est pas nous qui avons posé. Par honnêteté, c'est les dermatos qui ont posé donc le diagnostic de Xanthome. Et puisque c'est diffus et c'est des localisations péritendineuses, c'est particulier, donc c'est une xanthelasma, donc xanthomatose. Et devant ce genre de malade, il faut regarder. Donc là, c'est le genou, regardez, le coude et le genou, c'est vraiment caricatural comme image, voilà, sur les fesses. Donc c'est des xanthomes cutanés. Devant, voilà, le premier diagnostic auquel il faut penser, c'est l'hypercholestérolémie familiale. C'est très important parce que c'est des malades, s'ils ont la forme monogénique, ils vont faire des complications cardiovasculaires très importantes. Donc la forme polygénique ne pose pas beaucoup de problèmes sérieux comme la forme monogénique. Et le message, c'est quand vous dosez le cholestérol, vous allez trouver le LDL qui est supérieur à 1,9. Donc, ça fait la définition de l'hypercholestérolémie chez l'enfant. Et puis, le contexte clinique, c'est lui qui vous fait dans la forme familiale, que ça soit polygénique ou monogénique, ou même d'autres formes. Donc, pour la prise en charge, c'est bien sûr les règles hygiéno-diététiques, c'est les stages, je vais en parler, c'est les statines, c'est les... Bon, je vais vous décrire un tout petit peu. Il faut savoir qu'à côté de ces formes génétiques, vous pouvez avoir des formes qui sont secondaires. Secondaires à des causes endocriniennes ou métaboliques, l'hypothyroïdie, l'anorexie mentale, viscérale, la cholestase, vous le connaissez tous, le syndrome néphrotique par le biais de l'hypercholestérolémie, l'insuffisance rénale, les maladies de surcharge comme les glucogénoses, les sphingolipidoses, syndrome de Klinefelter, les médicaments, les corticoïdes, les rétinoïdes qui sont actuellement beaucoup utilisés pour l'acné, il faut faire attention, les bêta-bloquants ou bien sûr la jeune fille, les contraceptifs oraux. Devant une hypercholestérolémie familiale, il faut faire le bilan biologique ou radiologique qui n'est pas bon, ça dépend, il n'est pas toujours nécessaire. Mais si vous avez un cas dans la famille, il faut faire le dépistage dans la famille. Le garçon, il avait le frère qui avait la même chose. Donc les parents, ils tournaient avec les deux garçons. Le diagnostic différentiel, c'est la xanthomatose cérébro-tendineuse qui se localise également sur les tendons, mais qui est liée à une autre mutation, un autre gène, qui est le gène CYP27A1. Et les symptômes, ils sont très variables et peuvent affecter plusieurs systèmes de l'organisme, notamment le système nerveux et les tendons. Dans l'hypercholestérolémie familiale, vous avez le risque d'avoir AVC, mais pas une symptomatologie purement neurologique. Les symptômes neurologiques, par exemple, le déclin cognitif, l'ataxie. Donc, il faut avoir ce réflexe de faire la corrélation, les troubles du mouvement, les tremblements, la dystonie, des symptômes psychiatriques, et vous avez bien sûr les xanthomes qui sont localisés sur les tendons. Et donc, il y a un élément important, c'est la cataracte. Quand vous avez une atteinte ophtalmique, ça vous fait sortir de la hypercholestérolémie familiale. Et donc, c'est l'étude génétique quand vous n'êtes pas sûr du diagnostic qui va vous faire la différence. J'ai pas le temps pour passer, s'il vous plaît, madame. Hein? Alors, donc là, je vous mets, c'est un schéma que vous pouvez trouver sur pas à pas, donc où il y a donc la répartition entre l'hypercholestérolémie avec la définition entre ce que je vous ai dit, la forme monogénique, la forme polygénique et les différents traitements. Vous pouvez le consulter à tête reposée, pas de souci. Alors, concernant le traitement, on a les règles hygiéno-diététiques, bien sûr, qui sont là, les résines, seule la cholestéramine qui est autorisée avant la fin de la puberté. Et bien sûr, ça a été discuté, la greffe de foie, la greffe... Bon, je peux pas trop parler devant Marc parce que je risque de dire des erreurs, il va me piéger. Alors là, j'ai trouvé sur la bibliographie le même cas que notre malade. Donc vous voyez,
c'est la même localisation et c'est pratiquement le même profil. Alors, ce qui est actuellement des études scientifiques qui montrent que cette réduction du taux de LDL cholestérol par les anticorps, là aussi, la biothérapie, les anticorps monoclonaux, anti-PCSK9, en sus des statines est aussi associée à une réduction. Donc, je vous transmets juste le message comme quoi il y a des actualités thérapeutiques, même si on n'en dispose pas chez nous. Troisième observation, c'est un garçon âgé de 2 mois, hospitalisé pour des troubles ioniques survenus dans un contexte d'extrophie vésicale, qui est opéré 3 semaines plus tôt. Aucun antécédent familial pathologique. Absence de signes de déshydratation clinique. Donc, il est cliniquement non déshydraté. Il arrive, il est hypotherme, avec des urines qui sont troubles, malodorantes, hypotrophes, bon, plus que moins de DS, avec des organes génitaux externes qui sont normaux. Donc, vous allez penser à quoi? Maladie métabolique. C'est-à-dire changement de l'odeur. Normalement, les enfants qui ont des uropathies, non, je ne parle pas d'odeur, non, aigre, non. C'est pas ça n'oriente pas vers l'hallucinose ou vers, non. Alors là, il y a une association qui fait l'observation. Qu'est-ce que vous allez demander comme bilan? Ionogramme. Voilà. Alors, à l'ionogramme, hyponatrémie à 117, hyperkaliémie à 6,75, des bicarres à 16 et une hypochlorémie à 95. Il ne vomit pas et il n'a pas de diarrhée. La surrénale, très bien. Eh bien, c'est un syndrome. Alors, on a continué pour innocenter les surrénales. La cortisolémie, elle est normale. L'aldostérone, elle est très élevée. La rénine plasmatique est très élevée. Et donc, c'est le syndrome de pseudo-hyperaldostéronisme qui se voit dans les uropathies malformatives. Donc, ce cas illustre une forme secondaire de pseudo-hyperaldostéronisme primaire qui est décrit dans la littérature. Et donc, ça associe une association. Ce sont des reins qui vont perdre leur sel, mais qui vont garder le potassium. Et de ce fait-là, on a une hyponatrémie et une hyperkaliémie. Donc, il faut corriger. Le mécanisme physiopathe, il repose probablement sur une immaturité tubulaire, parce que ça se voit surtout chez les tout petits, accentué par l'inflammation locale, causée bien sûr par l'infection, et qui est responsable du blocage fonctionnel du canal sodique. Donc, la principale difficulté diagnostique, elle réside dans le fait que ça soit central, c'est-à-dire qu'il faut innocenter les surrénales. C'est pourquoi on l'appelle pseudo-hyperaldostéronisme. Donc, c'est un groupe de troubles héréditaires rares dans lesquels les reins retiennent trop de potassium et excrètent trop de sodium et d'eau, ce qui entraîne une hypotension. Donc, il est hypotendu, il a un état hémodynamique instable, pas à cause de la déshydratation, mais plutôt par la perte des ions au niveau des urines. Le traitement, il consiste en un régime riche en sodium. Bon, c'est décrit parfois quand le besoin en fludrocortisone, on peut l'utiliser. La quatrième observation, c'est une fille qui est âgée de 11 ans, qui consulte depuis l'âge de 3-4 ans pour des douleurs des membres inférieurs, une impotence fonctionnelle qui s'est installée depuis l'âge de 7 ans. Elle marche avec une canne. Alors, elle arrive, donc elle m'a été adressée quand elle est rentrée, donc j'ai enlevé la canne, j'ai essayé de voir de quoi s'agit-il. Je vous informe qu'elle a une tuméfaction de l'extrémité inférieure et si vous remarquez, elle a une asymétrie des 2 membres inférieurs. Donc, vous voyez, donc j'ai essayé de zoomer un tout petit peu sur la tuméfaction. On ne peut pas toucher. C'est comme l'algodystrophie. Et vraiment, donc, elle a vu plein de médecins, elle a vu plein de... Quels sont les diagnostics? Unilatéral. Elle a des douleurs de l'autre côté, mais c'est surtout ce pied-là qui la dérange.
Donc là, pour moi, je me suis dit, c'est pas une AGI, mais j'ai pensé une ostéomyélite multifocale récidivante. Bon, les diagnostics rares des internistes, les anomalies? Non, c'est pas un lymphœdème. C'est pas un membre qui est gonflé. C'est un membre qui est chaud, qui fait mal. Mais je suis d'accord, le lymphœdème, c'est pas rouge depuis l'âge, depuis le bas âge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que doit faire un médecin. Je me suis dit, c'est une ostéomyélite chronique, peut-être, si récurrente. J'ai déshabillé ma malade. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est une phacomatose. Donc, il a fallu des années pour poser le diagnostic. C'est évident, elle répond. Et vous voyez donc, elle n'a pas de neurofibrome. Elle n'a pas de neurofibrome. Et là, donc, quand elle est rentrée, j'ai senti qu'elle était asymétrique et qu'elle avait un thorax qui était un petit peu réduit. Donc, regardez donc l'asymétrie, elle est évidente en position debout. Et vous voyez le thorax, il est un peu trapu. Donc, j'ai vu les taches café au lait. Donc, je suis sur une phacomatose, très probablement type 1, une neurofibromatose type 1, la maladie de Recklinghausen. Et j'ai demandé une imagerie qui m'a confirmé le diagnostic de l'atteinte et osseuse et musculaire. Donc, je viens de la voir, on a tout demandé chez cette petite, il faut faire, bon, je vais vous dire tout ça. Donc, regardez la teinte, les images. Bon, ça c'est l'os, et regardez la teinte musculaire. Donc, elle a des tumeurs, donc au niveau plexiforme, au niveau des muscles aussi. Donc, voilà les manifestations orthopédiques des phacomateuses. Je ne peux pas parler également devant mon maître, professeur Qsayar. Alors, donc, regardez donc, toutes les déformations qu'on peut avoir. Donc, ça peut donner des pseudarthroses congénitales qui sont diagnostiquées dans l'enfance, des lésions désolantes aussi qui sont fréquentes. Voilà ce que ça donne également. La neurofibromatose, comme vous le savez, c'est un syndrome neurocutané, un syndrome avec des manifestations neurologiques et cutanées. Donc, on a des proliférations qui se font au niveau des nerfs, donc depuis l'insertion jusqu'à la terminaison, et également au niveau de la peau, c'est les neurofibromes. Donc, il existe 3 types de neurofibromatose. Là, le type 1, le NF1, c'est le plus fréquent, le plus connu. Le type 2, il se différencie du type 1 par l'atteinte cochléaire. Donc, c'est des malades qui ont un trouble de la marche. Et la schwannomatose qui reste plus rare. Vous voyez, donc là, c'est un schwannom, donc au niveau de l'orbite. Là, vous avez les neurofibromes. Et il faut adresser bien sûr le malade pour l'examen ophtalmo. Il y a les nodules de Lisch, mais il y a autre chose. Voilà, donc la maladie de Recklinghausen, elle est multiviscérale, génétique. Le primum movens, c'est une surcroissance du tissu conjonctif qui se trouve dans les os, les muscles, les tendons, les ligaments et la peau. Donc, voilà comment on a les lésions. Donc, c'est des taches café au lait ou des neurofibromes, des tumeurs ou vasculaires, des dysplasies. Épilepsie, compression médulaire, AVC, manifestations oculaires, attention, gliome oculaire. هاد les malades reçus, يبقى يمشي عند l'ophtalmo. Des tumeurs cérébrales ou de la pseudarthrose, des problèmes endocriniens. Le piège, c'est le diagnostic s'établit lors de la recherche étiologique des différentes manifestations cliniques. Donc, il faut savoir. Et puis, il y a une association qui n'est pas rare au phéochromocytome. Ça veut dire que c'est des malades pour qui il faut prendre la tension artérielle. Non, j'ai vu la mère, bon, j'ai pas encore vu la fratrie, mais pour la mère, c'est la seule qui présente. Les lésions cutanées ne la dérangent pas. Elle s'est habituée.
trouble du comportement, ils sont autistes et on ne cherche pas le cutané. On ne fait pas l'association entre le Alors, cutané et l'autisme. il y a donc les tumeurs, ça peut être des tumeurs périphériques, des neurofibromes cutanés, sous-cutanés, des neurofibromes plexiformes nodulaires, ou des plexiformes diffus, ou carrément les schwannomes, n'importe où dans le corps. Voilà donc les critères diagnostiques, vous les avez dans la littérature, bien examiner le malade. C'est le message que je passe à travers cette observation. Ma dernière observation, c'est une fille qui a consulté avant cet âge-là pour des polyarthralgies chroniques isolées à caractère inflammatoire, avec un syndrome inflammatoire et un facteur rhumatoïde positif. J'aimerais que vous constatiez une chose. Asymétrie de la face. Alors, qui a une idée sur le diagnostic? Voilà comment elle est devenue actuellement cette petite. C'est l'hémiatrophie de Paris-Ramberg. Alors voilà, donc si vous voyez maintenant avec le tridimensionnel, donc vous voyez, ça se voit vraiment très, très nettement. C'est une maladie qui est rare, donc le syndrome de Paris-Ramberg. Donc il y a 4 types, le type 1, type 2, 3 et 4, qui donnent, bien sûr, classés en fonction de la sévérité de l'atteinte cutanée, de l'atteinte musculaire. Le tableau clinique, il associe atrophie faciale progressive, affectant principalement les tissus sous-cutanés, les muscles et les os. Donc, ils ont un problème du maxillaire, donc des problèmes dentaires, des problèmes nerveux. Ça associe le tout, donc surtout le trijumeau au niveau de la face. C'est une pathologie rare, c'est une atrophie et dégénérescence hémifaciale progressive, asymétrie de la face, des douleurs. Le défi important, c'est qu'elle prête à confusion avec la sclérodermie dans sa forme en lame de sabre au tout début. La pathogénèse, elle est multifactorielle, comme toutes les maladies inconnues. Et bien sûr, la caractéristique, c'est que c'est des gens qui ont une positivité d'anticorps antinucléaires et de facteurs rhumatoïdes. Et donc, c'est ce qu'elle avait, cette petite. Elle avait un facteur rhumatoïde positif. Ce syndrome-là, il peut être associé à des anomalies cardiaques, rhumatologiques, endocriniennes, une hypertrophie myocardique, donc consultation cardiaque obligatoire, des infections et qui peut prêter également ou s'associer à la sclérodermie linéaire en coup de sabre. Voilà ce qu'avait cette petite, pour vous deux Anna, vous faire Heda. Elle avait un facteur rhumatoïde qui était positif et elle avait un syndrome inflammatoire qui est toujours, ça c'est le bilan d'il y a, je crois, une dizaine de jours. Donc le Paris-Ramberg, la teinte ophtalmique, c'est pas que des nodules de Lisch, c'est la rétinite pigmentaire. Donc c'est des malades à mettre donc, dans les mains, entre les mains d'un ophtalmo. Voilà donc les différents stades. On part du type 1 jusqu'au type 4. On parle même actuellement du type 5. Les traitements, le diagnostic différentiel, beaucoup de maladies, la sclérodermie, l'hémiatrophie faciale, la microsomie hémifaciale cérébrale, le syndrome de Goldenhar, le syndrome de Sturge-Weber, donc plein de diagnostics qu'on peut bien sûr prêter à confusion. Là, c'est l'inverse. Pour faire la différence, ça c'est un diagnostic différentiel, c'est l'hypertrophie hémifaciale primaire, vous avez tous les mi-corps, alors que là, c'est la face. Dans le Paris-Ramberg. La prise en charge, c'est le méthotrexate. Alors, cette petite, on l'avait mis sous méthotrexate, ça fait des années qu'elle est sous méthotrexate. Elle était même partie à Necker. Elle a été vue par Pierre Cartier, qui l'a renvoyée chez moi et dit « Suivez votre traitement, on n'a rien à vous proposer en plus de ça. » On attend la fin de la croissance. On peut faire plein de choses, de reconstruction, de greffe, de lambeaux, etc. Il y a donc la toxine botulique, il y a la photothérapie, plusieurs traitements qui ont été proposés. Voilà donc les différents traitements qui ont été utilisés, mais le méthotrexate, gardez-le en tête, c'est lui qui a empêché d'avoir vraiment une destruction, une atrophie très, très grave. Et vous voyez là, c'est les greffes adipositaires qu'on utilise actuellement. Et donc, je vous remercie. Tous mes remerciements à mon équipe et à tous les pédiatres et les médecins qui ont confiance en moi et qui m'adressent leurs malades. Je vous remercie.